Bonjour Essar, Bonjour Tom. nous voici arrivés au 21e CITREP. Nous sommes le 4 juillet, on n'a pas fait exprès, hein, on n'a pas, je dirais, enregistré cet entretien le même jour que l'Independence Day américain, hein, mais bon, voilà, le hasard du calendrier. Alors, pendant ce CITREP, nous allons aborder bien sûr les sujets habituels. Mais je voulais quand même faire une grosse parenthèse auparavant. Hein. Vous êtes à Paris depuis fin mars et vous retournez à Damas dès la semaine prochaine, dans un contexte dangereux quand même, hein, de menaces d'intervention américaine sur une accusation formulée contre Damas et qui prétend qu'une préparation d'attaque chimique serait dans les cartons, hein, plus que dans les cartons même, serait prêt à être produite, réalisée. Et ça concernerait apparemment le secteur de la ville de Dera. Et là, bon, ça sera pour vous l'occasion d'expliquer en En quoi effet, cette accusation est absolument la poursuite en fait de la politique américaine de tromperie, d'imposture, d'accusation systématique pour justifier je dirais une intervention militaire de plus grande échelle encore que celle qui a eu lieu précédemment le 7 avril. Mais avant toute chose, j'aimerais donc avant de débuter le CITREP proprement dit, vous d'accord. offrir un droit de réponse sur les accusations dont dont vous avez fait l'objet, hein, sur votre position vis-à-vis de la Syrie, d'une accusation concernant le début des événements. Vous êtes qualifié de partisane de la cause entre guillemets révolutionnaire. Voilà. Alors merci d'abord d'avoir posé cette question parce que effectivement en fait au début des agitations ou de l'agitation en Syrie on peut dire et des quelques manifestations telles qu'elles ont été annoncées par les médias mainstream. Il y avait un mouvement en France aussi qui se préparait ou qui s'organisait, qui se mobilisait, je peux dire, une mobilisation soi-disant pour soutenir ce mouvement en Syrie. Et en fait, très rapidement, moi j'étais effectivement pour cette mobilisation parce que j'estime effectivement qu'il y avait besoin, j'estimais à l'époque qu'il y avait besoin d'un certain nombre de réformes et que cette mobilisation exigeait ces réformes-là. Et donc j'étais pendant on peut dire le premier mois, voire les 2 premiers mois dans toutes les réunions qui préparaient, etc. Mais en fait, j'ai découvert très vite que ces réunions se faisaient d'abord avec les responsables français, donc Monsieur Alain Juppé qui avait réuni tout un tas de monde à l'Institut du monde arabe pour comprendre et faire comprendre le printemps arabe, entre guillemets. C'est là qu'il y avait effectivement la majorité il y avait des délégations officielles des pouvoirs monarchiques et des délégations de soi-disant jeunes activistes des républiques, c'est-à-dire de la Libye, de la Tunisie, de la Syrie. Il y avait soi-disant des jeunes révolutionnaires. Mais par contre, il y avait Al Jazeera, Al Hurra, Al Arabiya, il y avait le responsable, le ministre de l'information jordanien, il y avait des députés marocains, il y avait donc voilà, c'était un peu le spectacle de ce qu'il y avait à cette réunion, à cette fameuse réunion de l'Institut du monde arabe qui s'est déroulée en mois d'avril 2011
où d'ailleurs la majorité des jeunes ont dit nous étions en Ukraine, nous avions suivi des stages, on était actifs, non, d'abord on était actifs sur Facebook, nous avons été contactés pour avoir des stages de formation, nous avons eu des bourses de formation en Ukraine, nos instituteurs ou nos instructeurs ukrainiens nous ont appris comment faire pour entourer les villes par les campagnes, pour infiltrer, se faire accepter par les gens des campagnes, comment faire une vidéo de propagande, comment être accepté, etc. Et donc on est retourné chez nous et on ne savait pas qu'on était tous reliés à nos instructeurs. Donc aux premiers appels où il y avait appel à la manifestation, nous étions très, très largement surpris qu'il y avait plus de monde qu'on ne pensait, parce que c'était nos instructeurs aussi qui étaient reliés à nous et qui appelaient partout dans le monde arabe. Donc là, c'était déjà une première prise de conscience qu'il y avait une véritable manipulation, un véritable plan, et ce n'est pas du complotisme, c'est de la réalité. À la fin de cette journée, Monsieur Juppé avait dit « Désormais, j'ai écouté tout le monde, mais là, nous découvrons que notre politique au Moyen-Orient avec les pays arabes est une politique fausse. Nous avions tout faux. Maintenant, il faudra revoir notre copie et il faudra désormais coopérer avec les frères musulmans. » Donc ça avait lieu en avril 2011. D'accord. Et puis, en mai, donc, grande réunion au cinéma Saint-Germain-des-Prés avec les pôles sionistes de Paris. Donc il y avait El-Labouani qui est un membre du comité exécutif, Molhem Ledroubi et El-Labouani, membre du comité exécutif des frères musulmans à Washington, qui est venu de Washington jusqu'à Paris pour rencontrer Bernard-Henri Lévy, pour rencontrer Fabius, Kouchner et l'ensemble des dirigeants, je peux dire français, qui sont les plus sionistes à Paris. Donc voilà, ça c'était donc un deuxième aspect. Ça c'est le premier plan. Par ailleurs, en même temps, je suis parti au mois de juin pour voir. Alors je rappelle quand même qu'au mois d'avril, dès le 6 avril, le président Bachar al-Assad avait accepté toutes les demandes des manifestants, notamment la levée de l'état d'urgence, l'autorisation des manifestations, le changement de l'article 8 de la Constitution, mais pour lequel il est dit changer la Constitution, ça demande plus de temps, ça ne se fait pas en 2 jours. Et puis surtout la libération de prisonniers politiques. Et puis donc pas de violence ou pas de répression des manifestations. Tout ça, ça a été accepté le 4 avril, mais bien sûr, ça n'a pas du tout été répercuté par les médias mainstream d'un côté. Et de l'autre côté, en France, l'agitation commençait au niveau des centres de recherche, au niveau des centres culturels, au niveau des médias, des réunions. Je rappelle qu'il y avait à ce moment-là un institut entre guillemets, de recherche et d'études qui a été créé en février 2011, comme par hasard, auquel dans son service de, comment dire, qui s'appelle l'IREMO. Hein, ah oui, ah bah tiens. Oui. Qui a commencé à la tête duquel, donc bien sûr, il y avait Basma Kodmani, qui, elle est à la tête aussi du Conseil national syrien qui s'est formé et qui est aussi à la tête de l'initiative entre guillemets appelée Arab Reform Initiative qui aussi et donc qui travaille avec l'IFRI depuis des années, qui travaille avec la Ford Foundation depuis des années
Donc, et cet institut, cet IREMO, a commencé à avoir des activités mais frénétiques, plein de conférences sur le printemps arabe, etc., pour promouvoir l'idée du printemps arabe et pour promouvoir la révolution, etc., contre le dictateur Kadhafi, contre le dictateur Bachar al-Assad, pour la destruction, en fait, de tous ces pays. Mais bien sûr, ils ne disent pas que c'est pour la destruction, mais c'est contre les dictateurs, et puis c'est une révolution en marche. D'ailleurs, bien entendu. Excusez-moi, Essar, juste un instant, ouais. Je voulais faire une toute petite parenthèse pour confirmer vos soupçons quant à cet institut IREMO, puisque le porte-parole du Conseil suprême des tribus libyennes avait directement mis en cause en fait la présence à Paris d'un terroriste connu qui s'appelle Abdelhakim Belhadj, et qui a participé à la destruction de la Jamaria arabe libyenne, c'est-à-dire du gouvernement Kadhafi, hein, et qui a été donc reçu en grande pompe en France et dans une conférence d'IREMO, précisément. Tout à fait. Mais de toute façon, l'IREMO est une institution qui est un centre de recherche en fait qui est financé par des trucs de l'Union européenne et puis aussi sans doute des amis qataris, saoudiens, etc. L'idée, c'est en fait effectivement pousser cette idée des soi-disant révolutions arabes qui se sont avérées des mouvements de destruction de tous les pays arabes au profit, on le voit aujourd'hui, par terroristes interposés. Donc ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point qui est aussi très important, c'est que moi, je suis parti en Syrie à ce moment-là pour vérifier aussi ce qu'il en est de la véracité de ce qu'on nous raconte au niveau des médias. Et en fait, je suis arrivé début juin, vraiment en pleurant lors de l'atterrissage de l'avion, pensant que toute la Syrie était détruite déjà. Et je vois que des amis m'accueillent à l'aéroport en me disant mais écoute, il n'y a rien du tout ça c'est du pipeau. Si tu veux, on peut aller prendre dîner ensemble sur la montagne Kassioun. Et effectivement, nous sommes allés sur la montagne. On a pris des photos de Damas aussi, de la montagne Kassioun, où c'était tout calme, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas un soldat dans la rue, alors qu'on nous disait qu'il y avait des soldats partout. On n'a pas eu affaire à un checkpoint alors qu'ils nous disaient que tout le monde est contrôlé, etc., qu'il y a des arrestations à l'appel, qu'il y a des morts dans les rues à l'appel, etc. Donc, et là, je suis resté un mois complet, pendant lequel d'ailleurs le président Bachar al-Assad, dès le mois de juin, avait lancé une initiative de négociation générale, en fait, de discussion avec tous ces gens qui se disent opposants, parce que il a dit, et il avait bien raison, que c'était une grande difficulté. Qu'est-ce que c'est cette opposition? Qui la représente? Il y a quelques personnages qui sont en France, d'autres qui sont aux États-Unis, etc., qui disent qu'ils sont représentants du peuple. Mais comment discuter avec eux, comment négocier et comment... Donc, il a ouvert une sorte de forum de discussion où assistait son adjoint, le vice-président Farouk Shara. C'était pour récolter l'ensemble des critiques qui existaient, les critiques sur le pouvoir en fait concernant, et c'était dans un climat très ouvert, très constructif, etc. Tous ceux qui voulaient, et auquel je tiens à dire quand même, étaient invités Burhan Ghalioun, Samir Aïta, Basma Qadmani, tous ceux qui prétendaient être dans l'opposition, même en France, ils ont été invités à venir discuter. Bien entendu, ils ont refusé. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là, j'ai eu une certitude
que de toute façon, qu'il n'est pas question ni de réforme ni de révolution. D'abord, pas de révolution, parce que moi, je ne pensais pas que c'était le moment d'une révolution. Il y avait besoin de quelques réformes, mais c'est tout. Mais je persiste à penser, et je persistais à penser que pour nous, l'ennemi principal, c'est Israël, et qu'il fallait quand même grouper toutes les forces contre Israël, que la position du gouvernement syrien vis-à-vis de la question palestinienne est une position qui est tout à fait louable, que je soutiens parfaitement. Les positions de l'État syrien et du gouvernement syrien vis-à-vis de la résistance libanaise est tout à fait louable et je la soutiens totalement. Donc là, c'est vraiment une volonté de détruire la Syrie. Tout ceci, je tiens quand même à dire, tout ceci a été conjugué avec des attaques militaires ou terroristes qui ont commencé à Homs, à Jisr al-Shrour et à Dera, dont ont été victimes des quantités de soldats de l'armée syrienne. Et voilà, on parlait des enfants de Dera et à qui on a enlevé les ongles, torturé, enlevé les ongles, etc. parce qu'ils ont écrit c'est ton tour Bachar sur les murs de leur école, etc. Chose qui s'est avérée complètement fausse, et ceci est déclaré textuellement par celui qui a créé l'histoire, qui est Azmi Bshara. Azmi Bshara est un Palestinien qui était député à la Knesset israélienne, qui a été reçu longuement en Syrie aussi pendant des années, et qui après, donc récemment, ou au début tout de suite avant la fameuse, le fameux démarrage du printemps arabe, était à Qatar et avait été missionné pour lancer ce mouvement. Voilà. D'accord. Et donc pendant ce temps, ce Azmi Bshara a invité aussi, donc en juillet 2011, à un grand congrès donc à Doha, auquel ont assisté tous ceux qui se disaient opposants en France et ailleurs. Et c'est là qu'on a vu de manière très claire le lien avec les frères musulmans. Un autre point, quand je voyais que tous ces gens, ils étaient aussi toujours en train d'attendre les instructions de l'imam Araour, qui étaient des instructions et des fatwas criminels, et Qardawi, pareil. Les deux imams criminels qui n'arrêtaient pas de dire il faut tuer les Alaouites, il faut tuer les chrétiens, il faut tuer ceci, il faut tuer cela, et c'est le djihad en Syrie, il faut déclarer il faut retourner aux sources de l'islam, etc., etc. Et c'est eux qui ont vraiment fait proliférer cette idéologie terroriste, prétendant que c'est de l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Merci Essa, c'était un point important, je crois, déjà pour votre honneur, pour défendre votre honneur, et puis surtout pour mettre un point final à cette polémique. C'est un peu facile d'accuser les gens de ne pas avoir tout de suite vu les choses. Évidemment, vous n'étiez pas sur place, vous étiez en France, et depuis longtemps, donc il n'y avait aucune raison que vous doutiez brutalement de ce qui était dit à la télévision ou dans les journaux concernant votre pays, puisque... Je voudrais dire quand même quelque chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'aller passer un mois, tous les 2 mois, en Syrie. Justement, rien que pour vérifier l'information, rien que pour savoir où se trouve la vérité et où est la réalité par rapport aux mensonges. Et en fait, à chaque fois que je suis allé en Syrie, je me suis rendu compte qu'il y avait des tonnes de mensonges qui étaient vraiment proférés
par les médias mainstream, ce qui n'a fait que me rendre encore plus déterminé et pousser ma détermination à défendre mon pays. Un dernier point, je peux dire quand même que c'était que en fait en 2013, lorsque la Syrie était accusée d'avoir utilisé le chimique, et ça nous y reviendrons tout à l'heure avec les nouvelles allégations et les nouvelles accusations des États-Unis, en 2013, il y avait une accusation chimique, il y avait des attaques au chimique et puis des accusations du gouvernement syrien. Je tiens à dire que quand même, depuis le début de cette guerre contre la Syrie, ce sont les terroristes qui commettaient des crimes et les exactions contre la population et ils les mettaient systématiquement sur le dos de l'État syrien. Les massacres, le massacre de Houla, le massacre de... il y a eu des massacres tournants, vraiment, dans tous les villages. Les gens qui ont été assassinés dans leur lit, les enfants qui ont eu la tête coupée, des parents qui ont été tués, des villages entiers qui ont été décimés. Tout ceci a été mis sur le compte de l'État syrien, alors que la réalité, c'était que c'était des hordes sauvages, terroristes qui envahissaient ces villages qui vivaient en paix et en toute sécurité et quiétude, et qui les ont attaqués et pratiquement décimés, kidnappé des enfants, torturé les femmes, les enfants, les hommes. Ils ont aussi beaucoup kidnappé beaucoup d'hommes et de jeunes garçons, etc. Et les ont obligés à travailler avec eux et à s'enrôler aussi dans cette violence et en fait, surtout qu'il est mobilisé à creuser les galeries. Creuser des galeries avec des appareils qui étaient gracieusement filés par la société Lafarge, qui était en Syrie. Voilà. D'accord. Donc franchement, il est important quand même que tout le monde se réveille et ouvre les yeux sur ce gros mensonge qui est appelé les révolutions arabes ou le printemps arabe, qui n'est rien d'autre qu'une véritable agression des pays occidentaux contre les pays arabes, notamment ceux les plus avancés et les plus avancés sur le plan économique et les plus avancés sur le plan idéologique et sur le plan scientifique et autres, pour les détruire et faire régner l'obscurantisme des monarchies dites arabes, et dites arabes parce qu'elles n'ont rien à voir avec l'arabisme. C'est le Qatar, l'Arabie saoudite et quelques monarchies du Golfe. Donc franchement, c'est face à cette agression, je ne peux que être avec mon pays, avec mon président, avec mon gouvernement, et je le dis haut et fort, et avec mon peuple. Et s'il y en a à qui ça ne plaît pas, tant pis pour eux. Je ne cherche pas à être crédible par ces gens-là. Voilà. Merci Essar. Alors nous allons aborder à présent le CITREP. Ouais. Et vous vouliez parler des pourparlers d'Astana qui se déroulent actuellement, sauf erreur, ouais. Et qui va peut-être aussi être une entrave à la volonté américaine de bombarder la Syrie, parce que les zones de désescalade ont été mises en place, et il est possible qu'elles soient étendues à l'ensemble de la Syrie, à force. Alors en fait, c'était effectivement la volonté d'Astana 4, c'est de citer un certain nombre de zones de désescalade, qui sont les zones d'Alep, de Hama, d'Era et puis vers Deir ez-Zor. En fait, et ça a été aussi très très utile, je peux dire. Il y a eu quand même une acceptation de principe de cette idée. Il est important aussi de voir que là, dans Astana 5, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir les modalités
d'application de ces zones de désescalade, où on peut dire des zones d'apaisement, qui est importante. En fait, Dera en fait partie, Idlib en fait partie, et aussi Hama en fait partie. Aujourd'hui, les rencontres, en fait, Astana 5 a commencé aujourd'hui. Les délégations sont toutes arrivées. La délégation turque a été seulement sa moitié pour l'instant. Il y a l'autre moitié qui était absente une bonne partie de la journée. Je pense qu'elle a dû finir par arriver. Donc, mais il y a eu des rencontres intéressantes, importantes entre la délégation syrienne, la délégation russe et la délégation iranienne, en fait, sur le comment, parce qu'il faut effectivement des comités de surveillance pour l'apaisement. Et c'est une sorte de trêve, en fait, et tout le monde convient sur le fait que, de toute façon, il faut qu'il y ait les pays des garants, que tous les garants des terroristes puissent signer, ajouter aux organisations terroristes qui sont là et qui ont signé effectivement cet accord ou qui ont accepté cet accord. Et que toute violation sera répondue quand même par ce qu'il faut. À ce stade, je voudrais dire que en même temps, parallèlement, et je ne sais pas par quel bout commencer parce qu'il y a eu quand même une période d'escalade avant Astana, une période d'escalade des violences, des attaques importantes de Daesh et Al-Nusra sur la ville de Dera, répétées. Des attaques systématiques et répétées contre les civils, en fait. Donc là, c'était accompagné, couvert par des attaques de l'aviation israélienne. Ah oui, exact. Donc ça, c'est un point important. Des attaques de l'aviation israélienne ont eu lieu sur deux parties, aussi bien sur le sud de la Syrie du côté de Dera que du côté de Koneitra sur la ville Al-Baz, faisant des dégâts, des morts, des blessés, etc. Et en fait, bien sûr, ils ont été répondus de manière aussi violente. Mais que veut dire cette intervention aujourd'hui systématique des Israéliens? C'est que jusqu'à présent, ils soutenaient Al-Nusra pour la destruction de la Syrie, ils leur donnaient des bases, des informations ou des renseignements venant de leur base de données, des objectifs à détruire, des cibles à détruire, notamment tous les missiles qui étaient les missiles syriens qui étaient déployés dans le Golan, qui ont été détruits par ces terroristes, sur demande des Israéliens ou par les Israéliens en direct. Cette intervention veut dire quand même qu'ils viennent de manière très ouverte, qu'ils viennent aider les terroristes de manière directe. C'est une connivence directe, mais c'est aussi une intervention israélienne directe. Bien entendu, la Syrie a protester auprès du Conseil de sécurité, auprès du Conseil des Nations Unies, et fait valoir son point de vue et fait valoir aussi sa réponse ou la nécessité de sa réponse qui viendra à un moment donné et qui vient toujours. Oui. Donc toutes ces agressions viennent dans le cadre justement de l'avancée très importante de l'armée syrienne vers l'est de la Syrie,
Je rappelle que l'aviation américaine a aussi bombardé des soldats syriens qui se dirigeaient vers Al-Tanaf pour empêcher qu'il y ait une rencontre avec les Irakiens sur la frontière irako-syrienne. Oui. Que malgré ceci, en fait, qu'ils ont osé et ils se sont permis de dire c'est une ligne rouge, Al-Tanaf c'est une ligne rouge à ne pas dépasser, sachant que Al-Tanaf fait partie de la Syrie et que pas seulement que c'est un droit, mais c'est un devoir de l'armée syrienne de défendre Al-Tanaf et d'y aller et de libérer toutes les parties de la Syrie des terroristes. Donc là aussi, heureusement, l'armée syrienne a continué son avancée, a pu avancer jusqu'à la frontière irakienne, donc du côté d'Al-Tanaf, et a pu se donner la main avec l'armée irakienne pour aller vers le nord et le nord-est, donc continuer à sécuriser cette frontière syro-irakienne de Daesh et la nettoyer de Daesh en allant vers Abu Kamal. Donc ça, c'est une avancée qui est très très importante d'un côté. De l'autre côté, l'avancée de l'armée syrienne aussi à l'est de Palmyre vers Al-Khafseh, qui est aussi une ville très importante pour différentes raisons. La remise, la libération, je peux dire, et puis à nouveau la reprise du contrôle de l'ensemble des champs de raffinage d'Arak, en fait, est aussi un point très très important, ainsi que l'avancée de l'armée syrienne à l'est d'Alep, qui va jusqu'à hier la reprise en main de 2 villages qui relèvent du gouvernorat de Deir Zor, en fait. Donc toute cette avancée, je peux dire quand même 30 000 kilomètres de la steppe syrienne qui ont été à nouveau repris repris et nettoyés par l'armée syrienne, ajouté à 100 km² au-dessus et 100 km² au-dessous de Palmyre, c'est quelque chose d'absolument important. Donc au niveau de la reprise en main, je peux dire, de l'État syrien, de l'ensemble de grandes surfaces de la Syrie. Donc voilà, tout ceci a occasionné une colère générale, je peux dire, des commanditaires du terrorisme, que sont les Américains, les Turcs et les Israéliens. Oui. Donc ils ont commencé par intervenir en direct. Oui. Voilà. Les effectifs terroristes commencent à fondre comme neige au soleil. Vous avez parlé à juste titre de la libération de la partie, je dirais, sud-est de la Syrie, autour de Palmyre. 30 000 kilomètres. Oui. Voilà, 30 000 kilomètres carrés. C'est ça. 30 000 kilomètres carrés qui ont été effectivement libérés. Ça signifie surtout que l'armée syrienne et ses alliés sont en train de constituer une poche du terrorisme, une poche de Daesh qui aujourd'hui est maintenant pratiquement complètement encerclée. Elle est enclavée, effectivement. D'un côté, donc il y a l'avancée sine qua non en même temps de l'armée irakienne dans la libération de Mossoul. Oui. Et notamment de Mossoul-Ouest, fait que effectivement les terroristes seront complètement enclavés et puis pris en étau aussi bien par l'armée
par l'armée irakienne d'un côté et l'armée syrienne de l'autre côté, qui toutes les deux se donnent la main et coopèrent ensemble, non seulement sur le plan du renseignement comme ça a été le cas jusqu'à présent, mais aussi sur le plan militaire et sur le plan du terrain. Donc, et c'est ce que visait à interdire les Américains, mais qu'ils n'ont pas réussi à interdire. Et voilà, l'avancée se fait de manière, je dirais, beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante. Beaucoup plus de terrain et de territoires sont libérés des terroristes, mais aussi beaucoup plus de gens, de personnes arrivent à se rendre, à rendre les armes, à rejoindre leur vie citoyenne normale, profitant ainsi d'un décret présidentiel ou d'une décision présidentielle d'amnistie et qui donc décide de se rendre et puis de retourner à une vie normale, citoyenne, sans prendre en disant que de toute façon, en montrant qu'ils ont souvent été obligés de le faire. Alors là-dessus, donc, ça nous amène à en fait la propagation rapide aussi des réconciliations. Oui. Je peux dire qu'aujourd'hui, même dans le sud, à Dera, et aujourd'hui même à Konaitra et toutes les régions où existe un Nosra, en fait. Et il y a des comités, de larges comités de réconciliation qui œuvrent pour que ces réconciliations aient lieu. Et on est à deux doigts de signer des réconciliations dans le camp Yarmouk à Damas, ce qui était le plus dur, en fait, le camp Yarmouk à Damas. Oui. Parce qu'il y a des terroristes de toutes parts. Et puis, du côté de Dera aussi. Donc, ça devient, je dirais, un moyen, c'est l'objet de la colère profonde des Israéliens et des Américains, et même aussi malheureusement, des Mistura, qui est censé au contraire être très content pour ces réconciliations, et non. Donc en fait, d'où cette volonté de bloquer aussi Astana et de bloquer pour parler à Genève, les discussions à Genève. Mais il y a une volonté réelle du peuple syrien pour recouvrer à la fois son indépendance ou l'indépendance de son territoire, surtout la sécurité aussi, la sûreté et la sécurité de son territoire et de sa vie quotidienne. Donc, il persiste et signe dans sa volonté de continuer aussi à vivre normalement et à continuer à créer. Donc les jeunes qui vont à l'université, la vie continue normalement en fait, aux grandes dames des Israéliens et des Américains. Ce qui fait que hier matin, ils ont envoyé aussi 3 voitures piégées aux alentours de Damas, mais qui ont été détectées. 2 ont été détectées et contenues à temps. Malheureusement, le 3e s'est fait exploser, et faisant quand même des morts et des blessés à Damas dans des secteurs qui étaient assez peuplés, puisque c'était hier le premier jour de retour au travail après la semaine de la fête de Eid al-Fitr. Donc voilà, encore des attentats, encore des victimes, mais qui ne font qu'augmenter la colère de la population contre les terroristes
et aussi la détermination de la population à ne pas céder et à ne pas être à genoux et à continuer surtout dans cette lutte de libération de l'ensemble du territoire syrien, de tout terrorisme, de tout terroriste et de tout agresseur étranger, c'est-à-dire turc et américain. Ok. Là-dessus aussi, je voudrais ajouter un mot en ce qui concerne la Jordanie, puisqu'il se passe la Jordanie aussi, une tête de pont dans l'agression contre Deraa et dans la collaboration avec Israël, puisque la table d'opération de la MOC a repris du service, hein, et la Jordanie est une partie très active là-dedans. Les frontières jordaniennes sont des frontières aussi par lesquelles filtrent les terroristes pour agresser la Syrie. Donc là aussi, on déplore, mais de toute façon, ils auront tous le sort qu'ils méritent. Oui, parce que il faut craindre que si attaque américaine suite à une pseudo ou plutôt, il faut appeler un chat, c'est-à-dire un false flag à l'arme chimique, tout de suite évidemment mis sur le dos mis sur le dos du gouvernement syrien et de l'armée syrienne. S'il y a intervention américaine pour soi-disant punir cela, elle utilisera l'espace aérien et l'espace territorial jordanien. Autant qu'Israël utilisera directement le Golan comme point de départ en fait de sa continuelle intervention en Syrie, en particulier au bas du Golan, puisque le Golan c'est une montagne qui surplombe en fait autant Israël que la Syrie. En fait, là-dessus, je voudrais quand même ajouter quelques précisions, parce que cette histoire du chimique est une histoire qui date depuis 2013 et qu'on y revient sans arrêt, oui. sans parler du fait que ça a été utilisé contre l'Irak. Nous rappelons quand même encore avec l'image, la photo de Colin Powell qui est en train d'agiter cette fiole de sarin, soi-disant, en disant qu'il y a des armes de destruction massive en Irak et qu'il fallait envahir l'Irak, hein, et sur la base de laquelle ils ont envahi l'Irak, et puis on découvre quelques années après des millions de morts et la destruction, le pays transformé en terre battue, etc., qu'il n'y avait absolument aucune trace d'armes de destruction massive. Donc cette histoire qu'ils racontent, à laquelle ils ont recours sans arrêt, ils recommencent effectivement aujourd'hui avec la Syrie. Donc en 2013, il y a eu effectivement des terroristes qui ont utilisé le chimique à Khan al-Assal contre la population. À ce moment-là, la Syrie avait demandé qu'il y ait une commission d'enquête qui vienne de la part de l'ONU et de la part cette commission d'enquête n'est venue qu'en août 2013. Je tiens à dire qu'à ce moment-là aussi, la Syrie a adhéré à ce traité de non-prolifération des armes chimiques et s'est engagée à détruire tout son arsenal chimique, chose qui a été faite effectivement en respectant un calendrier qui était déjà un grand défi, puisque c'était, malgré la présence des terroristes, c'était un calendrier qui a été complètement réalisé fin juin 2014, c'est-à-dire en un an, en 18 mois, la totalité de l'arsenal chimique syrien a été détruit, et détruit d'ailleurs par bien sûr sous la supervision de la commission de surveillance en fait de la non-prolifération des armes chimiques de l'ONU.
qui a à ce moment-là fait une déclaration disant que ça a été une coopération et une collaboration très intéressante qui a eu lieu avec l'État syrien, que la Syrie a respecté son calendrier, qu'elle était aujourd'hui complètement exempte de toute arme chimique et que ces armes chimiques ont été données pour être détruites à des bateaux américains qui devaient les détruire dans les mers. C'est ça. Donc ça c'est fin juin 2014. Et à l'époque, d'ailleurs, John Kerry lui-même a dit que la Syrie était effectivement exempte de toute arme chimique. Et voilà qu'en août 2013 arrive cette commission de l'ONU qui devait aller à Khan al-Assal pour vérifier justement qui a utilisé les armes chimiques et continuer son enquête. Et voilà que le 23 août, on fait à nouveau une attaque chimique à Douma. Douma, la ville qui était dominée depuis 2012 par les terroristes, et malheureusement, dont ceux qui ont trinqué de cette attaque chimique, ça a été l'armée syrienne. C'était des membres de l'armée syrienne, des soldats. Et à ce moment-là, tout le monde a crié contre l'État syrien, c'est la Syrie, c'est l'État syrien qui utilise à nouveau le chimique contre son peuple. Et la commission donc a été déviée de son parcours et de son programme. On a demandé à cette commission d'enquête qui devait aller à Khan al-Assal de rester à Douma et de faire des prélèvements pour montrer s'il y a eu, oui ou non, utilisation de chimiques. Et bien sûr, ils ont fait des prélèvements, mais en même temps, ils avaient fait aussi un minimum d'enquête auprès des gens qui étaient attaqués et qui étaient pour la plupart des soldats syriens. Mais en fait, quand ils ont commencé à faire ça, Ban Ki-moon les a rappelés en disant la commission, la mission est terminée, on vous a pas demandé de déterminer qui a utilisé les armes chimiques, on vous demande juste de déterminer s'il y a eu ou pas armes chimiques d'utiliser. Voilà.